Les raisons de santé qui ont fait consulter Delphine étaient des infections urinaires répétées, sans cause connue. Vous avez affaire à une personne qui n'est pas la vraie malade. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire, Ma mère falsifiait les documents d'analyse et pour que je ressente bien où se situait la douleur. Elle me tapait dans le rein avant les consultations. Ah oui, quand même, ça allait jusque-là. la mère de Delphine n'avait qu'une obsession, prouver que sa fille était malade. J'ai été opérée d'un abcès, non, apparemment, il n'y en avait pas. Le chirurgien commence à plus rien comprendre et là, ils ont posé le diagnostic. Syndrome de Munchausen par procuration. Le parent provoque des symptômes, c'est une forme de maltraitance. Jusqu'au jour où Delphine a ouvert les yeux. Quelque temps après la naissance de ma fille, elle m'a dit il faudrait que tu l'emmènes consulter pour ses reins, hein, c'est sûrement héréditaire. Je lui ai dit ça suffit, maintenant on arrête. J'ai bien cheminé, j'ai bien évolué et je me sens bien. Bonjour à tous. Cet après-midi, la rédaction de Toute une histoire vous propose une émission spéciale consacrée à Delphine et à son enfance. Delphine a grandi aux côtés d'une mère maltraitante, atteinte d'un syndrome très rare, le syndrome de Munchausen par procuration. Son parcours nous a beaucoup touchés et nous tenions à vous la présenter. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez 33 ans et c'est votre livre paru fin mars qui nous a donné envie de vous recevoir sur ce plateau. Vous l'avez intitulé « Câlin assassin ». Alors ce syndrome de Munchausen dont on parle, il avait quelles conséquences sur le comportement de votre mère à votre égard? Alors beaucoup d'amour de la part de ma mère, beaucoup d'attention, un petit peu trop peut-être. Et puis beaucoup de consultations médicales, d'examens, C'est-à-dire qu'elle se préoccupait de manière excessive, excessives de ma votre santé. Peut-être excessive. Donc vous ne pouvez pas lui en vouloir parce que ça veut dire qu'elle se... Ça veut dire qu'elle se souciait de moi, votre quoi, bien-être, de vous, avec peut-être une surveillance excessive, là oui, encore. oui, un peu d'exagération parfois. Est-ce que vous vous en rendiez compte, petite? Petite, non, je ne me rends pas compte tout de suite qu'elle exagère un peu. Hein, c'est au fil du temps où je me rends compte qu'elle, quand je l'entends parler au médecin au téléphone, où je me rends compte qu'elle exagère. Quoi, qu'elle exagère les symptômes? Oui, voilà, si elle dit que j'ai de la fièvre, elle a très mal au rein, elle a l'air très mal. Alors que non, moi, voilà, je me pose des questions du coup. Pourquoi elle exagère? Il y a des moments où ça a été pénible pour vous, difficile à vivre, où vous trouviez que c'était excessif? Oui. À quel âge? Dès lors que les consultations médicales ont commencé, toutes les consultations médicales, ne serait-ce que d'aller faire des prises de sang, c'était tellement répété que tout ça, c'était pénible. Vous aviez quel âge quand ça a commencé, toutes ces consultations médicales? 4 ans à peu près. Et donc il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'elle allait voir le médecin avec vous pour, Oui. voilà, il y avait toujours une raison de s'inquiéter. Toujours. Alors que vous vous sentiez en bonne santé. Moi, je me sentais bien, non, j'avais pas mal au rein. Toutes ces choses qu'elle évoquait par rapport aux infections urinaires, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc nous allons détailler tout cela tout au long de l'émission. Mais d'abord, nous allons saluer le trio d'experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Laurent Carilla, notre psychiatre, Marc Gégère, notre avocat, et Barbara Tisseron, chef du service pédiatrique du CHU d'Orléans. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Nous avions besoin de réunir pour cette émission toutes vos compétences, car ce syndrome de Munchausen est encore très peu connu du grand public. Nous tenions donc à en parler le plus justement possible. Alors Laurent Carilla, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce syndrome? Syndrome de Munchausen par procuration, c'est un syndrome qui a été décrit en 1977 par le docteur Meadow. En fait, c'est inventer des symptômes. Le parent invente des symptômes ou provoque des symptômes. Et il provoque il y a un diagnostic, il recherche un diagnostic, des traitements, il multiplie les choses. C'est une forme de maltraitance, c'est une forme de sévice à enfant.
faut le différencier du syndrome de Munchausen simple, on va dire, entre guillemets, où la personne s'inflige elle-même des choses, s'invente des symptômes et multiplie les consultations, etc. D'accord. Alors, aux yeux de la justice, Marc Gégard, est-ce que ce syndrome est associé à une forme de maltraitance ? Oui, il est associé à partir du moment où on arrive à le diagnostiquer. C'est-à-dire que c'est quand même assez fin et compliqué à diagnostiquer. Donc je suis certain d'avoir eu, moi, un certain nombre d'affaires où les gens ont été poursuivis pour des faits de maltraitance sans qu'on arrive à déterminer véritablement qu'il s'agissait d'un syndrome de Munchausen par procuration. Souvent des délaissements d'enfants ou l'inverse, une espèce de surinvestissement sur l'enfant qui finissait par en souffrir. Mais ça reste de la maltraitance. Oui, tout à fait, c'est de la maltraitance. À partir du moment où il résulte de tout cela une souffrance sur l'enfant, c'est évidemment de la maltraitance. Et là, c'est compliqué à comprendre, mais je suis très bien entouré pour que ce soit expliqué. Mais c'est beaucoup plus compliqué à comprendre parce que la démarche première, si on s'arrête là, c'est une démarche de soins, c'est une démarche d'attention. Et cette attention, quand elle devient démesurée, eh bien, derrière, souvent, se cache ce syndrome. Voilà, c'est allé loin pour vous aussi, puisque 8 opérations pas forcément justifiées, vous allez nous raconter, c'est pas rien. Ah non, 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 loin s'en faut, bien sûr. Et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques, vous allez nous raconter. Alors Barbara, vous êtes chef du service de pédiatrie du CHU d'Orléans. Vous êtes spécialisée dans les cas de maltraitance sur les enfants. Est-ce que, au cours de votre carrière, il vous est déjà arrivé de suspecter des mères de se rendre délibérément coupables de la maladie de leur enfant? Alors oui, à 2 reprises. Une fois, nous avons suspecté cela chez un enfant dont la maman nous rapportait des faits d'hypothermie chez son enfant. Mais chaque fois qu'elle nous l'amenait, on hospitalisait l'enfant, on n'objectivait pas ce symptôme. Et on avait fait sortir l'enfant, on commençait à penser à ce syndrome et on s'était dit à la prochaine hospitalisation, on le gardera plus longtemps et on verra si on va plus loin, si on évoque ce diagnostic et si on fait un signalement. Et on avait bien mis de côté ce dossier et on avait averti tout le monde, y compris aux urgences, en disant si cet enfant se présente la prochaine fois aux urgences, surtout il faut le garder. Et cette maman ne s'est plus jamais représentée aux urgences. On sait bien que dans ce syndrome, il y a un nomadisme médical, hein, c'est-à-dire que les mamans, je dis les mamans parce qu'on sait que c'est un syndrome qui est particulièrement provoqué par les mamans. Et que quand les mamans sentent que les médecins commencent à suspecter ce diagnostic, elles changent d'hôpital pour pouvoir aller alléguer les symptômes ailleurs, en omettant évidemment de dire qu'il y a eu des investigations dans d'autres hôpitaux. Ah. Et donc, on s'est dit que probablement elle avait dû consulter dans un autre hôpital. Donc il y a eu cette situation-là. Et plus récemment, là où je travaille à Orléans, une maman. Alors là, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était un enfant qui avait déjà une pathologie avérée, sous-jacente. Et cette maman alléguait d'autres symptômes que l'on n'observait pas. Donc on a hospitalisé cet enfant pour faire la preuve de ces symptômes que l'on n'a jamais observés. Et pendant l'hospitalisation, la maman ne cessait de nous dire « mais regardez, il a la lèvre qui gonfle, regardez, il se tord de douleur ». Et on voyait que cet enfant ne se tordait pas de douleur, n'avait absolument pas la lèvre qui gonflait. Et elle nous sommait de faire davantage d'examens complémentaires, ce que l'on s'est refusé de faire. Et on a fini par faire un signalement au procureur de la République pour signaler cette situation. Et on a évoqué ce syndrome et l'enfant a été placé. Voilà. Alors vous, Delphine, c'est en devenant vous-même mère que vous avez réalisé que le comportement de votre mère n'était peut-être pas tout à fait normal à votre égard. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, comment vous vous en êtes rendu compte? Dès la naissance, son comportement avec ma fille, elle était trop accaparante, trop présente, trop étouffante, enfin...
Je ne me suis pas posé de questions sur un quelconque comportement d'un point de vue médical, mais rien que son comportement me dérangeait beaucoup. Vous lui avez dit? Plus ou moins, j'osais pas trop, c'est compliqué, c'était compliqué, j'avais tout de suite peur qu'elle le prenne mal, après elle se braque, qu'elle s'emporte. J'avais pas envie de me fâcher avec elle, donc non, mais je prenais mes distances. Et bon, elle s'est rendue compte de cette distance, voilà. Donc elle me parlait de plus en plus de procédures de droits grands-parentaux. Donc là, ça a commencé à m'inquiéter. Vous voyez qu'elle allait loin. Qu'elle allait loin. Ouais. Et je pense qu'elle en aurait été capable. Enfin, je pensais qu'elle en était capable. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez commencé à vous repasser le film de votre histoire? Oui. Et peut-être à revivre quelques moments, notamment ce nomadisme médical. Elle l'avait pratiqué, ça? Oui. Elle changeait de médecin régulièrement avec vous? Oui. Oui. Pour tenter de les convaincre que vous souffriez d'une pathologie? Oui. Oui. Mais à un moment donné, oui, quand les médecins stagnaient un peu, ne trouvaient pas, bon, finalement, c'est que... D'après elle, voilà, il était incompétent, donc elle changeait, hein, voilà. Donc oui, à ce moment-là, quand ma fille est née, je pense quand même que... Ça a réactivé beaucoup de choses. Ouais, voilà, mon histoire, finalement, c'était compliqué, il y avait des choses à éclaircir. Donc vous êtes allé voir quelqu'un, un professionnel, un psy? Oui, voilà, je suis allée voir un thérapeute, effectivement, qui m'a dit que souvent un enfant, selon ce qu'il vit, entre 0 et 7 ans, le poursuit dans sa vie adulte. Bon, j'ai pas voulu en entendre parler plus, donc j'ai pas donné suite au rendez-vous avec ce thérapeute, mais j'ai décidé d'en parler avec ma mère. Et alors? J'y vais peut-être un peu fort, trop direct. Je lui demande pourquoi elle falsifiait les documents d'analyse et pourquoi elle me tapait dans le rein avant les consultations. Ah oui, quand même, ça allait jusque-là. Oui. Donc ça, vous vous en êtes rendu compte à quel âge? Oh bah ça, j'en ai toujours eu le souvenir. Hein. Comment elle le justifiait? Alors c'était pour que je ressente bien où se situait la douleur, pour pouvoir le dire au médecin ensuite. Alors elle le faisait pas tout le temps, mais avant les consultations. Et la falsification des analyses médicales, vous lui demandiez ce qu'elle faisait? Pas sur le fait, quand je la voyais faire. Je l'ai vu faire une fois. Mais plus tard, quand j'ai voulu en reparler, quand ma fille est née, hein, j'ai toujours gardé ça en souvenir. Donc, souvenir de ça, il y a eu à un moment donné des médecins qui, moi, m'ont semblé être en colère contre elle. Donc tout ça, ça quand même faisait que mon histoire était peut-être assez particulière. Comment réagit-elle? Très mal. En disant quoi? Alors elle me dit, mais non, ne me reparle plus de tout ça, on avait dit qu'on n'en parlerait plus. Pourquoi tu viens m'embêter 18 ans après avec tout ça? Si j'ai fait ça, c'était pour ton bien, pour que les médecins se rendent compte quand même du problème rénal que tu avais. Donc voilà, j'arrête la discussion là, les réponses ne me conviennent pas évidemment. Donc voilà, je me dis, mais il faudrait que je retourne voir le chirurgien qui a procédé à l'ablation du rein. Lui, peut-être il me raconterait plus de choses qui m'apporteraient quand même plus. Et alors? Alors, le rendez-vous évidemment était à distance, donc j'ai d'abord vu un médecin qui était un peu plus proche de chez moi. Donc ça a été ce médecin le premier qui m'a parlé de ce syndrome, sinon je n'en avais jamais entendu parler, on ne m'a jamais dit. Mais comment il vous en a parlé? Il vous a dit qu'en fait, vous n'aviez... Qu'à l'époque, ma mère avait été diagnostiquée par des médecins, syndrome de Munchausen par procuration. Donc lui, il était au courant, ce médecin-là? Oui. Donc il y a des médecins qui avaient posé ce diagnostic à l'époque. Mais ça n'a empêché personne de pratiquer 8 opérations sur vous? Oui, mais ça a été posé, le diagnostic, après. Ça a été long pour eux avant de... Et donc vous avez fini par aller voir le chirurgien? Oui. Qui vous a dit quoi? Qui m'a expliqué un peu la même chose que le généraliste, et puis que pour lui, ça avait été... déjà, il ne connaissait pas ce syndrome, il n'en a jamais entendu parler, et pour lui, bon, au départ, il n'avait pas trop de doutes sur ce que lui annonçait ma mère sur les douleurs, donc son but, c'était de pratiquer des interventions, des examens pour qu'il n'y ait plus de douleurs, etc. Donc une intervention en amener une autre pour essayer d'améliorer toujours et encore. Et finalement, au lieu d'améliorer, la fonction rénale du rein gauche s'est altérée.
Et il a dû recourir à l'ablation. Et voilà. Laurent, Les syndromes de Munchausen par procuration, c'est des pathologies de l'attachement et des liens fusionnels complètement délirants en fait sur le plan psychologique. Donc il y a des mères qui disent je suis très attachée à toi, je fais tout pour toi, etc. Mais en fait il n'y a quasiment aucune empathie et l'attention est vraiment biaisée en fait. et ça correspond à quel genre de personnalité? C'est des personnalités qui ont des troubles narcissiques et des troubles pulsionnels de domination en fait. Elles utilisent l'enfant comme une prothèse psychique de mal-être en fait. L'enfant c'est quelque chose de très très matérialisé sur le plan psychopathologique en fait. À quand remontent vos premiers souvenirs d'enfance? Quelle image, quel souvenir de votre mère dans votre petite enfance? Une mère aimante? Alors, oui, aimante, et à d'autres moments, non, complètement l'inverse. Il arrivait parfois de la sentir complètement agacée par nous, par notre présence. Voilà, quoi. Des fois, très aimante, très proche. Et parfois, on l'agaçait, elle nous le disait, d'ailleurs, elle s'en cachait pas. Versatile? Voilà. Elle pouvait passer d'une humeur à l'autre très rapidement? Oui. Sans qu'il y ait vraiment de raison? Oui. Est-ce que vous vous souvenez du moment où elle a commencé à vous parler de votre état de santé? Alors, je dirais que non, parce que finalement, j'ai eu l'impression que c'était toujours comme ça. Comme ça a commencé tôt. J'ai toujours entendu parler de mes problèmes aux reins. Donc elle a commencé à vous emmener chez le médecin dès l'âge de 4 ans, c'est ça? Oui. Elle disait quoi au médecin à votre sujet concernant votre état de santé? Alors, elle invoquait des infections urinaires, donc elle disait que j'étais gênée quand j'allais aux toilettes, que j'avais mal aux reins, que j'étais fatiguée, j'avais de la fièvre, voilà. Et tout ça, c'était pas vrai? Non, moi je me sentais pas fatiguée. Vous n'aviez pas de fièvre? Je me sentais pas fiévreuse. Et jamais vous n'avez pris la parole chez le médecin? Non. C'est pas vrai, j'ai pas de Ah fièvre, non, je suis pas malheureusement, fatiguée. non, j'ai jamais fait ça. Pourquoi? Alors là, j'aurais pu déclencher une colère après retour à la maison, quoi. Non, je n'osais pas. Donc vous redoutiez ces colères? Si j'allais contre elle, oui. Donc quand même, elle vous faisait du chantage? Oui. Si tu ne dis pas ce que je dis, je me fâcherai. Alors, non, je l'ai jamais entendu me le prononcer verbalement, mais je le comprenais bien comme ça, quoi. Ouais. Donc vous étiez quand même sous sa domination. Sous sa domination, oui. Donc elle vous faisait faire des analyses de sang? Des analyses de sang, voilà, des D'urine? examens radiologiques, d'urine. Et que disaient les analyses? Bien. Enfin, à l'époque, je suis pas au courant qu'elles disent que je vais bien ou pas, hein. Moi, je suis pas au courant des résultats à l'époque. Je l'ai découvert après, quand j'ai demandé la copie de mes dossiers. Sauf que quand même, les analyses devaient être suffisamment... Mais les analyses d'urine, non, ne devaient pas être suffisamment bonnes, puisqu'elles n'étaient pas faites correctement. C'était le laboratoire qui les faisait mal? Non, ça se faisait à la maison. D'accord. Dans un récipient pas stérile, elle transvasait après, enfin voilà. Mais à l'époque, il y a quand même un spécialiste qui a trouvé que vous n'alliez pas bien pour que vous ayez recours à une opération ou pas? Oui, puisque j'ai eu des interventions, mais je pense que les interventions ont eu lieu parce que les analyses n'étaient pas super, et puis c'était aussi pour améliorer les douleurs qui étaient évoquées. Donc ils ont tenté une intervention pour essayer d'améliorer, mais ensuite ils ne trouvaient plus rien à faire dans le deuxième chirurgien. Donc il a souhaité cesser de nous voir, mais d'après ma mère, il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Donc en fait, c'est votre mère qui passait son temps à le convaincre qu'il fallait avoir recours à l'intervention, alors que lui, si je comprends bien, n'était pas Voilà. a priori favorable à l'intervention. Non, voilà, oui, il pensait qu'il n'était pas souhaitable de me revoir en consultation, voilà. Mais elle insistait. Mais elle Et insistait elle trouvait énormément. toujours des De raisons quoi de le revenir. convaincre? Et vous étiez dans quel état d'esprit? Alors là, moi, je me laissais aller. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 6-7 ans, le deuxième chirurgien, oui. Non, moi, je la laissais faire. Forcément, elle avait raison. Et après l'opération, elle se comportait comment avec vous?
Pas très... J'espérais plus de... Bienveillance, d'empathie. Oui, plus d'empathie, voilà, un peu plus. Mais non, elle attendait plus de voir le chirurgien, savoir comment l'intervention s'était passée. Moi, me consoler, j'avais pas l'impression que c'était sa priorité. C'était plus voir le chirurgien, savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait après. C'est l'anticipation. Et puis après, elle filait parce qu'il y avait, j'avais 2 frères. Il fallait qu'elle s'occupe d'eux, donc le reste de mon hospitalisation, j'étais seule. Laurent et Barbara, un enfant de 4 ans, on a l'impression qu'elle était à la fois consciente et inconsciente de ce qui se passait autour d'elle, qu'elle n'osait pas réagir, et qu'elle a toujours du mal à en parler quand même aujourd'hui, hein, que ça brasse des souvenirs pénibles, que vous avez certainement préféré occulter longtemps. Oui. Et que vous aimeriez bien occulter encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça vous est pénible d'en parler? Oui, c'est assez pénible d'en parler. Voilà, non, j'aimerais plus les occulter. Ça y est, j'ai levé le voile. Hein. Mais voilà, après en reparler toujours, le ressasser, bon, c'est... Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Parce que malgré tout, quand même, je pense que c'est important pour les médecins Il y a des médecins qui en ont connaissance, mais ça permet peut-être d'en avoir une meilleure connaissance, d'avoir quelqu'un qui en témoigne de ce qu'il a vécu sur ce syndrome. Voilà, je pense quand même important de faire état de mon témoignage de ce vécu, mais voilà. Laurent, on sent bien l'emprise, hein, ce mélange d'hyper-attention de la part de sa mère, de bienveillance concernant son état de santé, et à la fois son manque d'empathie après l'opération. C'est étonnant, cette ambivalence. Ouais, c'est un fonctionnement de tortionnaire. Et on parle un peu de... Même j'ai lu ça, on parle de torsiomère, en fait. C'est un jeu de mots, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un attachement pathologique, une ambivalence totale sur le fonctionnement relationnel. Et ce sentiment de domination absolue avec un être qui est vulnérable, finalement. Elle rend dépendant... sa fille. Et au moment où elle en a le plus besoin, elle disparaît. Ouais, c'est ça, l'empathie. L'empathie, il n'y en a pas. Hein. Ça ressemble un peu au syndrome des enfants battus. Hein. C'est pas le même genre de maltraitance, mais c'est une vraie maltraitance, des vrais sévices à enfants. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous vous sentiez maltraité, vous? À l'époque, non. Non, bien que pourtant il y avait des coups dans mon rein. Non, je me sentais pas maltraitée. Ça me fait vraiment penser à des affaires de maltraitance pure où les enfants, jeunes, tout petits, acceptent la maltraitance parce qu'elle vient de celui dont ils viennent. Donc ils n'ont même pas idée du fait qu'il peut y avoir une autre alternative, une autre vie, une autre possibilité. Pour eux, c'est la norme, puisque c'est ça qu'ils vivent. En matière d'inceste, c'est la même chose. Parfois, les enfants découvrent a posteriori que ce qui leur est arrivé pendant des années, c'est pas la norme, et c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Pour Delphine, c'était ça. Si maman dit que le rein va pas bien, c'est que le rein va pas bien. Et c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées pour elle a posteriori. Parce que sur le coup, évidemment qu'on est obligé de... en quelque sorte, c'est naturel pour vous que d'accepter l'avis de votre mère au-delà de ceux des médecins. Et quand elle vient pas vous voir à l'hôpital après votre opération, vous vous plaignez? Alors, je me plains, je le comprends aussi, parce que je me dis, oui, effectivement, il y a mes frères à la maison, voilà, il faut qu'elle s'en occupe. Mais je me plains, ouais, je la réclame, je demande à lui téléphoner. Votre père? Barbara voulait nous dire quelque chose. Non, c'était le comportement de votre maman était un peu inhabituel dans sa façon de ne pas être auprès de vous en hospitalisation. C'est pas le comportement totalement habituel qu'on voit chez ces mamans dans le syndrome de Munchausen. Habituellement, ce sont des mamans très présentes en hospitalisation. C'est ce qui marque les équipes paramédicales et médicales. Ce sont des mamans qui sont absolument irréprochables et qu'on qualifierait presque d'admirables au contraire. Ce sont des mamans qui sont très proches, qui sont très présentes. Et justement, pour les enfants qui sont hospitalisés, le risque
continue à perdurer en hospitalisation quand les parents provoquent le symptôme. Parce que les parents qui sont encore présents auprès de leur enfant peuvent continuer à provoquer le symptôme en hospitalisation. Et finalement, le symptôme peut céder quand le parent n'est plus auprès de son enfant en hospitalisation. Donc cette façon de ne plus être auprès de vous est un phénomène pas tout à fait habituel dans le collège syndrome de se faire Oui, ôter voilà, un moi rein, je pense donc, que la il y mission avait était plus- accomplie, voilà. l'intervention Oui, était mais elle aurait pu faite. continuer à provoquer d'autres symptômes, d'autres manifestations. Pardon, excusez-moi. Je pense que pour elle, à ses yeux, la mission était accomplie, intervention faite, elle voit le chirurgien, il lui explique, elle rentre. Oui. Mais puisqu'elle pensait déjà à la prochaine Voilà. opération, elle aurait pu, comme le dit Barbara, provoquer un autre Ah oui. symptôme Oui. pour conditionner l'autre étape. D'autres explorations Et à l'âge de 6 ans, vous avez subi 4 opérations. Oui, De quoi vous êtes fait opérer à ce moment-là? diverses opérations du rein, hein, après Toujours le rein. toujours le rein gauche. Donc qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme opération sur le rein avant l'ablation? Oh, c'était des opérations de l'appareil urinaire, hein. Après, moi, je suis pas médecin. C'était pour améliorer les éventuelles infections urinaires et qui pouvaient éventuellement provoquer les douleurs. C'était pour tenter d'améliorer tout ça. Des douleurs que vous n'éprouviez pas? Non. Sauf quand ma mère me tapait dans le rein. Ou après les interventions chirurgicales, là oui. Bah oui. Là, vous souffriez du rein. Et quand vous dites qu'elle vous tapait dans le rein, ça arrivait souvent quand même? Avant les consultations, principalement. Mais C'était pas comme ça à n'importe quel moment dans la journée. C'était avant les consultations. En fait, pour que l'enfant qu'elle était ne puisse pas naturellement dire au médecin « mais j'ai pas mal ». Qu'elle dise « bah oui, j'ai mal ». Évidemment, en zappant le fait « j'ai mal parce que maman vient de me flanquer 4 coups de poing dedans ». Voilà, Ça, elle et puis pouvait elle pas me le dire. demandait de montrer aussi en grimaçant que lors de l'auscultation, je grimace pour Bah oui, mais... que le médecin s'aperçoive qu'il avait déclenché une douleur. J'étais conditionnée avant quand même. Hein. Bah oui, à la fois conditionnée psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire qu'elle ne prenait pas le risque de ne jouer en quelque sorte que sur votre capacité à jouer le rôle du malade. Elle vous rendait aussi, en tout cas, malade sur le moment. En tout cas, en souffrance. pendant toute cette enfance, vous aviez des copains, des copines, un environnement où elle vous isolait? Non, pas trop. Bah, elle m'isolait, ouais, j'étais isolée de par tous mes séjours à l'hôpital. J'étais forcément isolée. Donc non, j'avais pas trop d'amis. De moi-même, après, quand je revenais à l'école, j'allais pas vers les autres. Et elle parlait de votre état de santé Beaucoup. à ses proches, à ses amis? Très exubérante, très démonstrative, beaucoup dans la plainte. Voilà, il fallait la plaindre, la pauvre, elle a une enfant malade. Moi, je trouvais ça très gênant, très gênant. Et votre père était là? Non. Mon père était beaucoup occupé par son travail. Il avait une activité bénévole au sein des pompiers, donc. Et puis, je crois qu'il lui faisait entièrement confiance, donc il a laissé. Jamais il ne s'étonnait de toutes ces consultations médicales, Pas du de ces opérations? Et jamais il ne vous serait venu à l'idée d'aller vous plaindre, Non, d'aller le voir pour lui dire j'en ai assez, ah non, d'aller voir le... non. Pourquoi? Non, mais j'avais pas idée de. Est-ce qu'elle vous récompensait de votre bon comportement? Oui, Comment? j'avais des cadeaux quand je rentrais de l'hôpital. Alors moi, je voyais pas ça comme une récompense, ou si quoi, mais je me disais, elle me récompense parce que peut-être j'en ai plus pour longtemps à vivre. Alors avec mes derniers jours soient sympas ou. Qu'est-ce qu'elle vous faisait Pour moi, comme j'aimais cadeau? pas trop. Bah, des jouets, des peluches. Alors pendant que nous préparions votre venue sur notre plateau, notre équipe est partie à la rencontre de l'un de ces nombreux praticiens chez lesquels votre mère vous a emmené. Et lui aussi s'est fait berner. On va voir quel regard il porte aujourd'hui sur votre histoire.
vous avez choisi de témoigner à visage masqué? Je témoigne aujourd'hui à visage masqué pour aider Delphine, pour m'aider moi, et aider éventuellement les confrères qui seraient confrontés au même problème, et les patients qui ont subi le même genre de pathologie que Delphine. Les raisons de santé qui ont fait consulter Delphine étaient des infections urinaires répétées, sans cause connue. Des douleurs, des brûlures en urinant, de la température. Elle venait très régulièrement, voire trop régulièrement. Nous étions face à des échecs thérapeutiques répétés. On se disait qu'on était mauvais et que la médecine n'était pas brillante. L'attitude de la mère de Delphine était-elle étrange? Le comportement de la maman de Delphine était un comportement d'une mère inquiète, anxieuse et très protectrice, voire trop protectrice, comme le sont probablement toutes les mamans dont le diagnostic n'a pas été établi concernant leur fille. Donc étrange, oui, pas plus étrange que ça. Nous avons compris que Delphine était victime d'un environnement familial déplorable à partir du moment où nous avons été réunis en collège et avec pas mal d'années de retard. Vous avez affaire à une personne qui n'est pas la vraie malade, puisque les vrais malades sont dans l'environnement en général. Comment vous avez réagi? J'ai été soulagé parce que j'avais enfin affaire à un diagnostic. Mais sur le plan personnel, je me dis que nous aurions pu y penser beaucoup plus tôt. Les années qui ont suivi, j'ai souvent pensé à Delphine et ça m'a pas mal perturbé et travaillé. Je me suis questionné beaucoup, avec une culpabilité. Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce que j'aurais dû être plus présent? Comment va cette gamine? Toutes les questions existentielles auxquelles, en général, il n'y a pas de réponse. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'histoire de Delphine? Je porte un regard admiratif sur le travail qu'elle a effectué sur elle-même, car moi je la trouve épanouie. Si j'ai un message à faire passer à Delphine, c'est qu'elle continue sur le chemin qu'elle s'est elle-même tracé et qu'elle aide à résoudre des problèmes que nous n'avons pas su résoudre en temps et en heure. Admirative de votre comportement, du chemin que vous avez entrepris, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me fait plaisir, oui, effectivement. Je me rends compte maintenant avec le recul, moi aussi, j'ai bien cheminé, j'ai bien évolué. Ça fait plaisir. Bon, c'est touchant de voir que finalement les médecins qui ont été impliqués, finalement, ne sont pas que médecins et humainement, ils se sentent touchés. Et puis ça doit être quand même réconfortant de se dire qu'eux aussi se sont fait berner. Quoi. Oui. Hein, Oui, je ne sais pas si je dirais réconfortant, mais voilà, je me dis oui, eux aussi se sont fait manipuler. Il y a des médecins sympas. Finalement, ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez commencé à avoir des doutes, donc après avoir eu votre enfant, et le moment où vraiment on a posé ce diagnostic sur ce syndrome? Ça n'a pas été quand même facile. Moi, quand la naissance de ma fille, il y a 2 ans. 2 ans. J'ai rompu avec ma mère, ma fille avait 2 ans. Ouais. Il vous a fallu 2 ans pour qu'on... Parce que on comprend bien... Alors, ouais, voilà, pour comprendre quand même que oui, il serait important de rompre avec ma mère. Et après, il a fallu encore beaucoup de nombreuses années pour intégrer mon histoire. Alors, on va encore remonter dans le temps. On va revenir à la 4e opération que vous avez subie. Et c'est après cette 4e opération que certains médecins ont commencé à se poser des questions. Et ils ont commencé à vous en parler, à vous. Oui, ah oui. Oui, c'était très dérangeant pour moi parce qu'à l'époque, je me demandais... Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 6 ans, 6-7 ans. Je me demandais si le médecin pensait que je mentais. Et j'avais vraiment pas envie de passer pour une menteuse, ça me dérangeait. Qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, parce que j'entendais qu'il disait c'est psychique, toutes ces douleurs, c'est psychique. Alors ce mot, je savais pas ce que ça voulait dire, mais du coup, moi, je l'interprétais comme la gamine allemande, quoi. Il vous en a parlé directement? Oui. Qu'est-ce que vous lui répondiez? Je crois que je lui ai rien répondu. Donc après cette consultation, qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère?
On est allé voir un autre chirurgien. Voilà, parce que lui commence à se poser des Ça questions. y est, donc lui elle, commence à être mauvais. elle a changé. Et donc c'est reparti avec un autre. Voilà, là on en a vu plusieurs. Ça a été un peu un vagabondage. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, plusieurs d'une consultation. Parce que dès la première consultation, le médecin lui annonçait pas ce qu'elle voulait. Donc, Et c'est là qu'on a la pulsion narcissique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les mères Munchausen par procuration, elles ont cette pulsion. Le truc narcissique, c'est elles sont meilleures que les médecins, elles connaissent mieux les diagnostics et les traitements. Et quand il y a une faille narcissique, hop, comportementalement, elles changent de médecin en fait. Elle a eu quelle enfance, votre mère? alors je sais pas trop parce qu'elle m'en a jamais trop parlé. Du peu qu'elle m'a dit, pour elle, elle a eu une enfance heureuse. Moi aussi, je me suis posé des questions. Hein, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance pour Moi, je me dis, après, quand je me pose des questions, pourquoi elle en est arrivée là, ça correspond au moment du décès de sa mère. Sa mère est décédée, j'avais 4 ans, et hop, tout de suite, elle prend le relais avec moi. Sa mère est décédée d'une maladie qui a été assez longue, un cancer. Ma mère l'a beaucoup accompagnée, apparemment, dans ce que j'entendais, dans sa Maladie maladie. des reins? Non, un cancer. Mais elle s'est beaucoup investie à ses côtés. Mais elle s'est beaucoup investie quand même dans les hospitalisations de sa mère, etc. Beaucoup. Et hop, après, la maman décède et moi, je tombe malade. Donc, je me suis dit, est-ce que pour elle, dans son... Je sais Il peut pas. avoir des liens. Et souvent, on retrouve chez les mamans Munchausen par procuration, on retrouve des antécédents de Munchausen par C'est-à-dire procuration. qu'elle-même aurait pu souffrir de ça de la part de sa mère. Ou avoir des Munchausen simples, ou avoir été abusé, ou avoir subi différents types de traumatismes. Et on retrouve aussi des gens avec une estime de soi qui est complètement basse, quoi. Ouais. Elle avait de bons rapports avec sa mère? Oui. De ce qu'elle m'en disait, oui. J'ai quelques vagues souvenirs donc de ma grand-mère, de sa mère. C'est pas du tout une personne qui aurait été maltraitante ou abusive. Non, vraiment, je pense pas. Vous vous êtes demandé pourquoi elle s'était focalisée sur votre rein gauche? Sur votre rein? Oui, mais je ne sais pas, j'ai pas de réponse. En tous les cas, elle prétendait que c'était héréditaire. Son père était apparemment malade des reins. Tout le monde dans sa famille, côté maternel donc, avait eu des problèmes de reins. C'était héréditaire, donc forcément, voilà, ça me tombait dessus aussi. Quand ma fille est née, d'ailleurs, quelques temps après la naissance de ma fille, elle m'a dit, il faudrait que tu l'emmènes consulter pour ses reins, hein, c'est sûrement héréditaire. Et elle avait des problèmes aux reins? Non. Laurent? Mais souvent, souvent c'est les organes difficilement atteignables où on cherche des symptômes. Hein. Dans les symptômes allégués, le rein, c'est un organe qui est souvent nommé. L'hématurie, c'est-à-dire le sang dans les urines, c'est quelque chose qui est c'est un symptôme qui est souvent un symptôme allégué. C'est un des symptômes les plus fréquemment allégués. Pourquoi invérifiable? Parce que c'est facile. C'est Voilà. facile. Du À sang dans la couche, c'est quelque chose qui est très facilement, Simplement. très facile à mettre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle mettrait elle aurait mis Un du sang, de son sang à soi dans la couche de l'enfant, c'est Comme elle facile à falsifie les résultats des analyses. Non, moi, elle n'a pas fait ça, je pense. Parce que jamais elle a montré du sang au médecin. Elle disait que... Oui, mais le fait, par exemple, de faire un prélèvement d'urine dans un récipient non stérile, Oui. c'est-à-dire avec toutes les bactéries qui nous entourent H24. Si vous donnez ça en disant que c'était stérile, à mon avis, il y a dedans Ah bah de déjà, quoi oui, ah bah inquiéter la terre entière des médecins. Tout à fait. Voilà. Voilà. La galaxie. La Et- galaxie. Et y mettre un peu de sang au passage. Voilà, mine de rien, en passant. Qu'est-ce qui s'est passé l'année de vos 7 ans? Il paraît que tout ça a empiré. Alors, il y a eu un événement, un accident de voiture où j'étais seule avec mes parents et elle a prétendu qu'à la suite de cet accident, voilà, il y avait du sang dans mes urines, ça n'allait pas, branle-bas de combat, médecin, tout ça. Et donc, bon, il y a eu des examens, là, oui, qui ont avéré que la fonction rénale était altérée,
comment on dit, l'irrigation ne se faisait plus. Cela dit, après toutes les opérations que vous aviez eues, C'est à cause de... Voilà, plus tard, on m'a expliqué que c'était à cause des nombreuses opérations qui ont été faites, le rein à force. Donc, on me l'a enlevé. Le chirurgien, à l'époque, m'explique qu'il est préférable de le retirer, qu'un rein non fonctionnel pourrait altérer la fonction de l'autre. Donc, voilà. Voilà. et donc là, à nouveau hospitalisée, et là, à nouveau après l'opération, pas très présente? Pas du tout, toujours pareil comme les autres. Sauf que pour moi, là, ça devient un peu plus inquiétant, quoi, parce qu'il m'en reste plus qu'un. Moi, j'ai l'impression que le premier n'est plus fonctionnel comme ça, parce que on a eu cet accident de voiture, c'était un choc. Donc je me dis, si le deuxième, il fait pareil, il va s'arrêter de fonctionner comme ça d'un coup. Si on ne s'en rend pas compte, je vais mourir. Enfin, c'est pas facile, quoi, à 8 ans. Elle vous montrait un bâtiment pendant que vous étiez hospitalisée? Oui, à côté du CHU où on allait, il y avait un bâtiment qui, d'après elle, était le bâtiment où les gens qui ont été greffés, qui sont dialysés, se rendent. Et alors, elle m'avait l'air toute contente de me dire qu'un jour, j'irai dans ce bâtiment. Parce que moi aussi, je serai dialysée, greffée. Donc ça vous angoissait tout ça, j'imagine? Bien sûr. Vous y pensiez après coup? Vous Oui. étiez, donc Oui. vous deveniez angoissée Oui, par votre état de santé. c'est ça. Tout le temps préoccupée par, mon état de santé. Donc tout ça devait avoir des conséquences sur votre vie scolaire, sur votre vie sociale. Vous parveniez à suivre une scolarité normale? Non. Mais non, parce que bon, je loupais beaucoup l'école et même quand j'y étais, bon, j'étais là physiquement dans la classe, mais psychiquement, moi, j'étais ailleurs. Mes préoccupations, c'était pas ce qui se passait en classe. Vous pensiez à quoi? Eh bien, toute cette maladie, est-ce que vraiment je vais être encore plus malade maintenant de mon autre rein? Je vous dis, est-ce qu'il va s'arrêter de fonctionner? Est-ce que je vais bientôt mourir? Donc un conditionnement total, quoi. C'est-à-dire que sa mère a parce que fini maltraitance par totale. l'angoisser au point que ça prenne. C'est une question que je me pose. Est-ce que le fait d'insécuriser l'enfant dans le Munchausen par procuration, c'est une des composantes? C'est un traumatisme psychique, quoi. Non, mais est-ce Une que des c'est conséquences, toujours, est-ce que toujours dans le Munchausen par procuration, le parent qui fait ça insécurise l'enfant, lui dit qu'il C'est est la en conséquence. risque C'est de la mourir, conséquence. etc. Comportement maternel. La quoi. conséquence des multiples hospitalisations, des multiples opérations, de Mais l'exclusion le but- sociale. Le but d'insécuriser à ce point l'enfant, c'est quoi? C'est de renforcer l'emprise qu'on a Ouais. sur lui, ou c'est de se réjouir de... C'est la pulsion de domination. Ouais, C'est on domine quelqu'un de dépendant, vulnérable. Ah oui. Et ça, on le voit aussi chez les personnes âgées, ça existe aussi. Et à aucun moment, la maman ne s'alarme de son échec scolaire, de son exclusion sociale. Ça lui normal, pose elle est aucun malade. problème. Non, il y a une froideur psychique, elle est malade, même la mère fonctionne de manière complètement dissociée. C'est-à-dire que tout ce qui est émotionnel, il n'y a pas de registre émotionnel adapté en fait. Tout est inadapté et il y a des focalisations sur des éléments, la maladie, les conséquences qu'elle peut avoir, la jubilation de se faire dialyser, de se faire greffer, etc. quoi. C'est ça elle est focalisée sur ces éléments-là, tout en donnant de l'amour factice. Alors, après votre ablation du rein gauche, vous avez encore subi une opération, cette fois-ci du rein droit. Oui. Alors moi, jusqu'à temps que je découvre mes dossiers médicaux, pour moi, j'en ai eu 2 opérations. Parce que, alors encore, une opération qui a déjà eu lieu sur l'autre, qu'on appelle le syndrome jonctionnel. Et ensuite, un abcès, jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à temps que je découvre tout, j'ai eu un abcès au rein. Parce que c'est ce que ma mère me disait. Au rein droit, alors là. Oui, le rein restant. Voilà. Or, je n'ai eu qu'une opération véritable. L'autre opération, finalement, c'est elle qui me disait qu'elle avait eu lieu, mais j'en ai pas eu. C'était simplement une anesthésie générale. Donc pour moi, ça ressemblait à une opération comme d'habitude. Où il m'a été fait juste des examens classiques, en dehors de la présence de la mère. Mais en fait, ils n'ont pas opéré. Non. Pour ne pas obéir à votre mère?
Pour ne pas obéir. C'est surtout qu'ils commençaient à se poser des questions. D'accord, donc ils n'ont pas voulu délibérément aller jusqu'à l'opération, les médecins. Oui, voilà. Elle me dit que j'étais opérée d'un abcès. Non, apparemment, il n'y en avait pas. Donc là, ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Vous aviez quel âge, Non. vous, à ce moment-là? Moi, j'ai 8 ans et demi. Non, ma première opération de mon rein restant s'est faite 8 mois après l'ablation du rein gauche. Donc non, on me parle toujours de rien, mais du coup, le chirurgien commence à plus rien comprendre et se dit qu'un œil nouveau sur la situation serait bon. Donc on va dans un autre service de ce même hôpital avec 2 nouveaux médecins. Donc ça la réjouit, votre mère, Non, à ce moment-là? ça l'inquiète. Ah bon? Et puis moi, je l'entends parler de ces 2 nouveaux médecins pas en bien. Elle les apprécie pas. Elle ne les apprécie pas. On y va, ce rendez-vous. Je me souviens de cette consultation où les médecins, moi, de ma vue de mes 8-9 ans, où je les trouve en colère envers ma mère. Ils ne me parlent pas, ils ne cherchent pas à me parler. D'abord, on me sort du bureau assez violemment pour parler qu'à ma mère. Et moi, on m'explique encore rien. Et j'entends parler après les conversations d'adultes, éloignement familial, séparation, oh là là. C'est très inquiétant, mais personne ne m'explique rien. Donc là, elle était découverte. Voilà. Là, ils ont posé le diagnostic. Et comment a-t-elle réagi alors? Eh bien, elle était très en colère, elle les aimait pas, ces médecins, ils sont bons à rien, ils comprennent rien. Donc voilà, sauf qu'ils font appel à la juge pour enfants. Alors moi j'y suis pas conviée, j'en ai pas de souvenir, si ce n'est d'entendre les conversations d'adultes à ce sujet-là. Ils lui ont imposé un rendez-vous dans un hôpital mère-enfant. Oui. Ça fait Pas un partie du hôpital même mère-enfant. hôpital. Non, c'est le service qui s'appelle Le comme service. ça. Ça fait partie du même hôpital que là où j'ai été service. opérée, mais c'est le service. Moi, j'étais opérée dans un service adulte. Donc après, le chirurgien a transféré dans un service enfant. Il pensait que ce serait plus adapté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là C'est lors de ce rendez-vous qu'ils Voilà. l'ont découverte? Eux, ils ont fait l'étude du dossier, de l'anamnèse, et voilà, ils ont dit, bon, ils ont fait le diagnostic. Ensuite, ça s'est enchaîné, juge pour enfants, rendez-vous à la PJJ, la protection judiciaire. Protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, où il y a eu plusieurs médecins de conviés. Oui. Et de ce rendez-vous, il y a eu une assistance éducative. En milieu ouvert. De demander, voilà, l'éducateur venait à notre domicile, c'était demandé pendant 1 an. Ça s'est arrêté au bout de 6 mois parce que tout était formidable à la maison. Donc, Vous vous en souvenez de ce moment-là? oui, mais moi je m'en souviens beaucoup de cet éducateur, mais je ne sais pas que c'est un éducateur qui vient voir à la maison. Dans mes souvenirs, ce monsieur, il venait et il me faisait un peu des séances de sophrologie. Alors moi, dans mes souvenirs, toujours, je me dis, c'est le chirurgien, comme il pense que je suis très inquiète et angoissée, chose qui était tout à fait vraie. Il a demandé à un sophrologue de faire ce qu'il fallait pour... Est-ce que vous êtes Voilà, en j'ai colère? su plus tard que c'était un éducateur. Vous êtes en colère aujourd'hui qu'elle Non. vous ait aussi peu dit la vérité et que... Non, parce que je comprends qu'elle m'ait pas dit la vérité dans son délire. Elle ne pouvait pas me la dire. Après, je suis pas en colère, mais je trouve regrettable que les médecins ne m'aient pas expliqué à moi Oui, la situation. bien sûr. Donc après cet épisode, comme tout était formidable chez vous, tout s'est calmé, elle vous a lâché un peu sur le plan de la santé? Elle m'a lâché un peu sur le plan de la santé. Elle m'a surtout dit on ne reparle plus de tout ça, tout ce qui s'est passé, la juge et compagnie. Et puis elle a recommencé au Oui. moment de votre adolescence. Oui, voilà, c'est vrai que je m'en suis voulu aussitôt. Il m'arrivait parfois d'avoir des douleurs au rein, mais est-ce que c'était vrai ou... Vous voyez, même moi, je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment mal ou c'est mon passé qui me poursuit? Et j'ai eu le malheur de lui en parler, et alors là, ça y est, le bas de combat, tout était reparti. Donc j'ai vite calmé le jeu quand même, très vite. Là, j'ai dit non, tout va bien, ça va. Je vais bien, on me laisse tranquille. Donc ça s'est réestompé assez vite quand même, pour après n'avoir plus aucun suivi. D'accord. Après, ça s'est complètement Particulier. calmé. Voilà.
Quelle rencontre vous a finalement permis de vous libérer complètement du joug de votre mère? Le père de mes enfants, mon mari. Moi, à l'époque, je ne me rends pas compte que vous avez rencontré à qu'il me quel moment? libère de ma mère. Mais en tout cas, il me permet de m'éloigner de ma mère quand même. À quel moment vous l'avez rencontré? J'avais 16 ans. Cette rencontre me permet de m'éloigner de chez moi, de l'emprise de ma mère. Voilà, Elle devait le détester, ce Mais garçon. oui, voilà. Pour elle, ça se passait moins bien. Bah oui. Donc vous deviez tout entendre. Oui. Mais ça vous a pas dissuadé? Ça m'a pas dissuadée, non. Je crois au contraire que ça m'a encouragée à continuer dans cette direction. Au moment de l'adolescence, quand on subit ce genre de syndrome, on peut avoir tendance à se rebeller contre ça? Ah oui, complètement. L'adolescence, c'est une période de chamboulement total, quoi. Physique, psychologique, hormonal, biologique, neurobiologique. Enfin, tout est chamboulé. On fait aussi des premières expériences sur plein de choses. Expériences de consommation de cigarettes, de drogue, d'alcool. On peut aussi avoir d'autres, enfin, les premiers rapports sexuels, etc. Donc, on répond différemment à ce genre d'agression à l'adolescence et ça peut être une réponse inversée, quoi. Avec un échappement, on va éviter au maximum ce qui se passe, quoi. Elle n'a pas mis en place une autre stratégie à ce moment-là, justement, pour pouvoir vous récupérer sous son emprise? Oui, bien sûr, sous divers discours qu'elle pouvait avoir au sujet de mon ami. Oui, elle essayait de me dissuader de le quitter. Elle a beaucoup essayé. Mais elle n'a pas réactivé un processus concernant votre santé? Non. À ce moment-là? Non. Bah, elle était passée pas loin quand même, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui. Juge pour enfants, assistance éducative, ça commençait à sentir sérieusement le roussi. Oui, donc... Ça l'a calmé? Oui, quand même. Quand même, c'était moins... Mais après, ça peut se traduire autrement, peut-être, non? À Sur le- partir du moment où elle a été démasquée dans son rapport à sa fille concernant sa santé, peut-être qu'après, quand on souffre de ce syndrome-là, on peut s'y prendre différemment pour assouvir cette pulsion. On peut flancher aussi, hein. On peut rentrer dans les pathologies psy aussi autres, comme des dépressions, c'est pas les mêmes jusqu'aux tentatives de suicide, etc. À la fois pour les deux parties, en fait. Il n'y a pas eu de choses particulières? Il y a eu des choses particulières, mais que je n'évoquerai pas, mais qui relèvent de son fonctionnement dysfonctionnel, du coup. Oui, voilà, dans sa vie sociale, c'est très problématique pour elle. Voilà, j'en parlerai pas plus. Voilà, donc c'était la question que je posais. Il y a un moment donné, on doit reporter. transfert sur Je pense qu'elle ne peut pas vivre sans tout ça. Ouais, c'est ça. Sans, voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes à distance, si j'ai bien compris, après tout le travail que vous avez fait. Comment vous allez-vous aujourd'hui? Très bien. Donc vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai pris mes distances psychiques, c'est super, c'est très libérateur. Ouais. Mais je ne me trouve pas assez éloignée géographiquement de ma mère, malheureusement. C'est très compliqué. Vous habitez à combien de kilomètres? 4 Ouais. 4 ou 5. Qu'est-ce qui est compliqué? Eh bien, parce qu'elle, elle est toujours très insistante. Alors moi, elle ne cherche plus à me voir, je pense qu'elle me déteste. Mais du coup, elle cherche toujours à voir ma fille. Les enfants. Et vous êtes contre? Tout à fait. Principalement Elle- votre fille? Oui, ben oui, parce que mon fils, elle ne l'a pas connu D'accord. du tout. Ouais. Qu'est-ce que vous éprouvez vis-à-vis de votre mère aujourd'hui? Je ne sais pas, rien. Elle vous manque? Absolument pas. Vous êtes en colère quand même un petit peu? Je sais pas si je suis en colère. Bon, elle m'agace d'insister toujours à vouloir voir ma fille. Et voilà, j'aimerais bien, moi, qu'elle accepte cette rupture, cet éloignement. La distance psychique semble difficile à trouver. Pour ma mère, oui. Pour vous aussi Pour- peut-être? Ah non. Non? Laurent? Enfin, moi, je crois pas. Il Oui. doit être enfoui quand même. Il y a Comment c'est extrêmement difficile de tout couper comme ça. Oui. Il doit avoir quand même, il y a quand même des petits liens qui subsistent. Vous voyez ce que je veux dire? La méfiance, c'est une forme de lien. Ouais.
L'indifférence, c'est le plus Alors bien il y a du tout. encore un lien, oui, Eh oui. la méfiance. Oui, oui. La méfiance à l'égard de ma fille, oui, Ouais, elle ouais. est toujours là. Bien quoi. sûr. C'est normal. Vous diriez que vous allez bien, vous, aujourd'hui? Mais oui, moi je me sens bien. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Delphine aujourd'hui, Laurent? Moi, ce témoignage est poignant. C'est assez rare, ce genre de témoignage. Je crois que c'est bien de parler de syndrome de Munchausen par procuration. Ça existe, c'est rare, heureusement. On a très peu de chiffres en France. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par les psychothérapeutes, parce qu'il y a un vrai travail de reconstruction psychique à faire. Il n'y a pas que le soutien, il y a aussi tous les nœuds qui ont été créés pendant l'enfance et puis pendant le développement jusqu'à l'adolescence. C'est extrêmement difficile à dénouer, donc il faut se faire aider par des tiers. Puis maintenant, il y a des pédiatres qui sont donc de plus en plus spécialisés dans le Vous êtes repérage de suivi? ces troubles. J'ai fait une psychothérapie pendant 3 ans, oui. Et aujourd'hui? Il m'arrive de la revoir de temps en temps, et puis un des médecins qui m'a suivi, qui est proche de moi, il nous arrive d'en reparler si... Des fois, j'ai besoin d'en reparler quand même. Qu'est-ce que vous faites comme métier, vous? Alors, je travaille dans un hôpital. Pardon. C'est vrai, c'est marrant. Hein. Ouais, moi, tous les matins, Non, c'est pas j'embauche, je me marrant, dis quelle c'est- horreur, j'ai c'est- passé ma vie dans un hôpital. Ben oui, c'est votre univers. Oui, voilà. Avec ma thérapeute, on en a parlé parce que je me disais, mais pourquoi j'ai été vouloir travailler dans un hôpital? C'est pas vrai. Et c'est vous qui l'avez voulu? Oui, c'est moi. J'aurais bien aimé travailler en pédiatrie, en animation. Vous travaillez dans quel Mais en service, pédiatrie alors quand même. Mais en Alors, pédiatrie, non, quand même, oui. j'ai été en gériatrie, on m'a plus pris pour là. Et puis maintenant, j'ai voulu changer. Au moment de la rupture avec ma mère, j'ai voulu aussi rompre avec ce travail. Donc je suis dans les bureaux, dans les Secrétariat médical. L'administration. Dans les services d'urologie, là, comment ça s'appelle? Non, je suis aux archives, je suis Néphrologie. cachée, je suis Elle est aux en archives. souterrain. C'est ça, je suis dans la cave de l'hôpital. Mais, Comment vous l'analysez? mais oui, ça? voilà, moi je me dis... C'est une sorte de réparation? Non, c'est mon milieu familial, enfin c'est mes racines. Votre maman travaillait dans le médical ou le paramédical? Oui. Ah ouais. Enfin, quand j'étais très jeune, elle n'avait pas vraiment d'emploi, elle faisait ménage à droite à gauche. Et il n'y a pas si longtemps que ça, elle a passé le concours d'aide-soignante qu'elle a eu brillamment. C'est pas étonnant. Bah dites donc, elle les pratique. plains les malades. Elle pratique la profession d'aide-soignante en milieu hospitalier, tout va bien pour elle. Pourquoi vous lui posez cette question, Laurent Carilla? Souvent, dans les profils sociologiques des mères Munchausen par procuration, on retrouve milieu médical ou paramédical. On le retrouve. Oui. Je crois- Oui, tout à fait. Ce sont des mamans qui travaillent très fréquemment dans le milieu médical, oui. Ça Ou leur donne- paramédical. ça Alors leur si vous donne aviez une un conseil à légitimité. donner, vous, Barbara? Mais le même que monsieur, c'est vrai qu'on conseille aux gens qui ont été victimes comme ça de se faire aider. Je crois qu'il faut arriver, autant que faire se peut, à vivre avec cette histoire. C'est pas facile et je pense qu'il faut se faire aider parce que c'est pas facile de vivre avec cette histoire. Et Marc Gégère? C'est incroyable comme finalement cette situation que vous vivez, elle ressemble étrangement à de la maltraitance classique. Et finalement, ce que vous avez fait de votre vie aujourd'hui, elle ressemble peu ou prou à d'autres victimes, d'autres faits de maltraitance intrafamiliale. Vous voyez ? Et quand je vous vois travailler dans un hôpital, moi je le considère plus comme une espèce de nécessité de se vacciner de tout ça. De rendre ce lieu qui est a priori un lieu où on fait du bien, où on guérit, où pour vous ça a été un lieu de souffrance, finalement de vous réapproprier ce lieu comme étant un véritable lieu de soins et de bien-être, et non pas un lieu mortifère où on souffre. Voilà, il faut continuer. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, on vous donnera les coordonnées du livre que vous avez écrit sur ce sujet qui s'affiche derrière moi, qui est publié chez Max Milo, Câlin assassin. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminale chaque fin de semaine. Merci à nos 3 experts de nous avoir accompagnés cet après-midi. Puis on se retrouve tout de suite dans l'Histoire continue avec 2 hommes à la vie bien remplie. Daniel Angeli, qu'on appelle le roi des paparazzi,
À ses côtés, Fabien Lecoeuvre, attaché de presse, chroniqueur et auteur. À tout de suite. Merci. Dans l'histoire continue cet après-midi. Ça y est, le premier concert est passé. Fabien Lecoeuvre est un habitué du plateau de Toute une histoire, mais aujourd'hui, c'est de sa vie professionnelle dont il va nous parler. Ça fait 11 ans maintenant que je travaille avec Michel Polnareff. Moi, je suis un homme de l'ombre. Je suis pas le chef d'orchestre. J'organise les choses d'une certaine manière pour que les choses se passent bien. Et c'est un travail de malade, hein. Grâce à lui, nous avons pu assister à un événement historique. À ses côtés, Daniel Angeli, le roi des paparazzi. J'avais des rapports humains avec ces gens-là, puisque pour faire ces images, il fallait vivre leur vie. Il y a un peu de nostalgie, parce que c'est l'époque de ma vie que j'ai préférée. Il nous dira comment un AVC a changé sa vision de la vie. Tout s'est arrêté d'un seul coup pour moi après mon accident. J'ai transformé mon regard des people sur les gens qui passaient en bas. À tout à l'heure sur le plateau de l'histoire continue. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que j'aimais les garçons? Je l'ai ressenti, ouais, comme une trahison, ça m'a éloigné de toi. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. J'ai fait mon coming out, ça n'a pas été forcément évident, j'ai eu le droit aux insultes. Votre mère, elle vous a dit quoi? Arrête, je vais vomir. Quand ils ont enfin osé faire leur coming out, nos invités ont été rejetés par leurs proches. J'avais l'impression d'être la honte de la famille, ça a vraiment été vraiment difficile. C'est comme si c'était plus mon petit garçon. J'ai essayé de m'expliquer, mais il était assez fermé sur le sujet. Mais depuis quelque temps, ils ont retrouvé leur place à leur côté. Quand je t'ai vu à l'hôpital, allongé sur un lit, branché de partout, on nous a dit que t'étais passé à deux doigts. J'ai mis ma fierté de côté. J'ai regardé ce garçon et je me suis dit, waouh, quel beau garçon. Il irait bien avec mon fils. Je suis super content que tu m'acceptes comme je suis.